Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le jeudi 29 décembre 2022 et je vais digresser à partir de cet ouvrage, L'illusion, des textes choisis et présentés par Jean-Philippe Narbou chez Flammarion. Voilà. Euh, alors, comme d'habitude, j'ouvre, je découvre et je lis en même temps. Je découvre en même temps que je lis et voilà, je commente. Les commentaires sont en lien, je le répète à chaque fois, mais comme la plupart des gens arrivent de façon spontanée sur cet espace, donc ils ne sont pas censés connaître l'intention de cette philosophie. Alors, cette philosophie qui utilise ces textes pour se confirmer, c'est celle que je défends sur la mécaniqueuniverselle.net, sur le site mécaniqueuniverselle.net, et qui essaie de démontrer à travers la logique euh, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors pourquoi ultime perfection? Parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Parfaite, voilà, parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. On est à un point T de l'évolution, là, actuellement, aujourd'hui, en 2022. Euh, on est à un point de l'évolution et on ne peut pas être de là, et ni en deçà, on est à ce point-là, voilà. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates naturels, où nous avons entamé notre évolution culturelle, cette évolution extraordinaire quand on y réfléchit, entre le moment où nous étions des primates naturels et où on commençait à peine à utiliser comme nos cousins singes, hein, comme nos cousins chimpanzés, à utiliser un petit peu des petits outils, voilà, simplement. Le moment où on acquiert cette dextérité, où on commence à inventer tout un tas de choses, et puis plus tard, bien plus tard, le langage, puis l'écriture, puis etc., puis les outils, et puis le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, il est à ce point parce qu'il suit cette évolution. Donc, il est parfait dans ce moment présent, tout en étant perfectible. C'est-à-dire qu'il est imparfait en réalité, mais il est parfait quand même pour ce qu'il est. Comme par exemple, pour l'évolution d'un être humain, ben, il doit passer par la toute petite enfance où il tombe, il ne tient pas debout, il se cogne au truc, il ne tient pas les choses correctement. Et tout ça, c'est son apprentissage. Mais dans à ce moment de ces 5 6 mois, 7 mois, un an, ben, il est parfait pour un an et tout en étant perfectible puisqu'il deviendra plus tard un adulte. Puis, voilà, pareil, pour un adolescent, l'adolescent est parfait pour son moment d'adolescence tout en étant perfectible en principe pour aller vers l'âge adulte et voilà, et évoluer comme ça. Donc l'humanité est parfaite au présent tout en étant perfectible. Et nous évoluons, l'ensemble humain évolue vers son unité, vers son unification totale, selon moi. Donc nous allons vers la paix universelle, en somme, la fraternité absolue, etc. Et avec comme visée intuitive, inconsciente, l'extase, c'est-à-dire le bonheur suprême, le bonheur absolu, l'amour absolu, l'éveil, peu importe comment on peut appeler cela. Dans tout un tas de... Toutes les religions ont expérimenté
cet état, le nirvana, etc. Toutes les religions ont expérimenté cet état sublime, cet état supérieur de la conscience, de l'esprit. J'explique que c'est pas un état supérieur finalement de la conscience, c'est un état magnifique de la conscience, parce que c'est un état inférieur en fait, c'est l'état de la conscience sans l'ego, sans tout ce qui justement crée l'illusion de ce que nous sommes. Et donc, voilà, ça c'est notre lignée. Alors, dans cet ouvrage-là, j'ai ouvert la page à Husserl. Je suis tombé directement sur Husserl et le passage que Jean-Philippe Narbou consacre à Husserl. Seule la perception immanente est indubitable, c'est le titre. Alors, comme d'habitude, je vais lire, je découvre en même temps et je vais commenter en lien avec la théorie que je défends. Donc, Husserl, ça fait partie des idées directrices pour une phénoménologie. 1. Introduction générale à la phénoménologie pure. Désolé pour ma mauvaise diction. La phénoménologie commence par un acte de liberté. Alors là, c'est d'abord l'introduction faite par justement Jean-Philippe Narbou. Et plus loin, il y a un petit extrait de l'œuvre, de l'ouvrage de Husserl. Donc, je recommence. La phénoménologie commence par un acte de liberté. La réduction phénoménologique. Celle-ci consiste à suspendre l'attitude dite naturelle, l'adhésion spontanée au monde. Voilà, alors c'est ça, c'est là où, pour moi, Husserl est un des très très grands philosophes importants du XXe siècle. Si ce n'est le plus important à mon sens. Bon, mais je n'ai pas les moyens de pouvoir comparer parce que je ne connais pas vraiment bien la philosophie, mais enfin, en tout cas, il me semble extrêmement important. Et donc, celle-ci consiste à suspendre, donc la réduction phénoménologique consiste à suspendre l'attitude dite naturelle, entre guillemets, l'adhésion spontanée au monde. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes là, dans la vie ordinaire, à ce moment précis, par exemple, je suis en train de faire ces vidéos. Donc, tout autour de moi, je porte des noms sur les choses, une adhésion donc spontanée. Il y a un canapé, une télévision là-bas, des vases, une guitare, voilà, des choses. Tout ça, je pose des noms. Je sais que je fais cette vidéo, il est 14h et à 14h30, je dois aller faire quelque chose, etc. Donc j'ai conscience j'adhère au temps tel qu'on le décrit, aux objets tels qu'on leur a mis des noms, ça c'est un canapé, ça, etc. J'adhère à tout cet environnement en fait. Et à l'espace, je suis là, j'adhère à cet espace, j'adhère au temps puisque je sais qu'il est 14 heures, et tout ça, ce sont des attitudes naturelles. C'est la conscience naturelle. La suspension du jugement, c'est de ne plus poser, à mon sens, hein, c'est comme ça, ne plus poser de regard analytique, en fait, sur les choses, sur la vie. C'est être en état de contemplation. Pour moi, c'est comme ça que je le considère. Puisqu'en fait, par exemple, l'heure 14 heures et quelques, c'est ce que l'humanité a créé. Nous avons créé ce modèle de découpage de la vie, des moments de vie, en fait, pour pouvoir construire l'humanité. C'est fondamental, c'est
énorme, cette construction humaine. Tout ce qu'on a construit, c'est hallucinant de magnificence. C'est formidable, mine de rien. Même si, il y a des excès, il y a des profusions, là, il y a trop d'objets, là, il y a, etc. Même si on peut, on aimerait plutôt, au contraire, vraiment réduire les choses à la contemplation, revenir à un état de contemplation. Mais toute cette construction mentale et physique sert à notre évolution vers notre ultime perfection, justement vers ce détachement absolu des choses, vers le fait d'arriver à la contemplation. Bon, je continue. Alors donc, on a compris. Moi, c'est mon interprétation. Hein. Attention, je ne suis pas un spécialiste, donc il faut après vraiment se rendre comparer avec les autres propositions pour savoir si ça colle avec ce que voulait faire Husserl, évidemment. Il ne s'agit pas d'un doute sur ceci ou sur cela, ni d'un doute universel, comme celui de Descartes qui suppose l'hypothèse du non-être du monde, mais d'un acte neutre, tout en continuant à vivre naturellement. Je m'abstiens de toute prise de position. Voilà, alors en somme, c'est ça. Je vois les choses, je les accepte telles qu'elles sont, je contemple les choses, mais je ne vais pas accorder je vais pas accorder d'intention et même de prise de position. Décrire que ce canapé, il est usé, il n'est pas tout à fait comme il faut, etc. À la base, il y a de la poussière sur cette table, etc. Le temps, je suis en retard, je suis... Bon, voilà, toutes ces intentionnalités des choses. Donc, je m'abstiens de ça. Je pense à rien, je vis de mon esprit, je vois les choses, je suis dans ce monde, je vis normalement, etc. Mais je n'ai plus d'intention pour pouvoir rentrer dans cette réduction phénoménologique. Donc, absolu en droit, cet acte de liberté doit bien, dans les faits, être motivé. C'est pourquoi dans les idées I ou une, Husserl est conduit à en chercher la motivation au sein même de l'attitude naturelle. Aussi emprunte-t-il un moment une voie cartésienne qui n'est pas celle de la réduction proprement dite, mais qui doit nous familiariser avec sa nécessité. Pour ces raisons, le texte qui suit a été l'objet de graves méprises, en partie due à une imperfection nécessaire du mode d'exposition. Quand je réfléchis sur un objet, il m'appartient que cet objet est visé comme une réalité qui n'appartient pas à mon vécu. Au contraire, quand je réfléchis sur mon vécu, ma réflexion elle-même vécue forme une unité immédiate avec ce vécu. C'est la différence entre perception transcendante et perception immanente. Pour Husserl, la chose, c'est-à-dire l'objet de la perception, se donne comme une unité à travers un flot ininterrompu d'esquisses, ou encore silhouette, aspect, profil, en allemand Abschattungen. En d'autres termes, comme le pôle identique vers lequel convergent des séries d'esquisses. Alors, ces esquisses, en fait, c'est tout ce qu'on peut mettre sur chaque objet et qui, en fait, est quand on y réfléchit, une description qui est typiquement subjective, au fond, qui correspond à ma vision et en plus à la vision de notre espèce, finalement, quand on y réfléchit. On peut décrire cet objet comme le canapé comme étant une chose recouverte de tissu,
de tant de longueur, etc., de tant de hauteur, de telle dimension, de telle forme, etc. Tout ça, c'est les descriptions de ces choses-là. C'est mon interprétation de cette réalité-là, de cet objet. Mais l'acarien qui se balade à l'intérieur de cet objet en a complètement une autre vision. Et laquelle est juste? La sienne, la mienne? On ne peut pas décrire. Donc, cet objet est autre chose que ça, en réalité. Sa profondeur, sa, sa, sa vérité n'est pas là, puisque un moustique le verra avec d'autres yeux, aura une autre vision de cet objet, etc. Un chat le verra d'une autre manière, etc. Donc, on ne peut pas dire que toutes les descriptions que je peux en faire sous cette forme sont la réalité. La seule réalité, à mon sens, hein, c'est comme ça que je l'interprète, la seule réalité de cet objet, c'est ce qui compose cet objet, c'est-à-dire la partie atomique qui compose cet objet et qui m'est comparable, qui est aussi la mienne, qui est aussi, c'est-à-dire ma composition atomique, sa composition atomique, la composition atomique de, de cet univers, en réalité, ce qui fait l'unité de la création. Là, nous sommes dans l'absolue vérité. Mais à ce niveau-là, nous touchons à ce qui est identique, c'est le quarks. C'est ce qui constitue la matière et qui est la plus petite chose, la plus petite unité constituante de tout ce qui est matière. Le quarks, le boson, ce qu'on appelle la particule de Dieu, en somme. Et là, nous sommes dans la réalité, la vraie vérité, en somme. Si on réduisait réellement, si on allait au... Là j'extrapole, je ne sais pas du tout si Husserl est allé jusqu'à là, à ce niveau-là, mais c'est comme ça, moi, que je considère la chose. Le reste est illusion, en somme. Mais des illusions auxquelles on doit croire. On doit croire. Il faut que je croie que ce canapé est comme ça, de telle longueur, etc., qu'il vaut tant. Si je le mets en vente sur le bon coin, ben voilà, je le vendrai à peu près ça. Il faut que je le décrive, il faut que voilà. Donc, pour moi, c'est pas une somme de quarks, c'est autre chose auquel je dois croire. Mais c'est une illusion, selon moi, et c'est pourquoi le principe, et c'est pourquoi il y a Dieu en somme. C'est pourquoi on peut croire qu'il y a un principe créateur à l'origine de tout cela. Je reprends. Ces esquisses sont mes sensations vécues, animées d'un sens d'appréhension qui les rapporte à l'objet. Voilà, mes sensations vécues, et en fait les sensations, parce que au-delà de la vue et du détail comme ça, il y a ce que me suggère les sensations que me suggère cet espace, par exemple. Voilà, je pense à ce canapé, la sensation, c'est le repos quand j'y suis bien, etc. Je peux y lire. Il y a quelque chose qui me renvoie. Je continue. Que la chose se profile implique que le cours ultérieur de la perception peut toujours démentir l'unité anticipée, qui s'avère rétrospectivement n'être qu'une illusion. En termes rigoureux, la perception transcendante est inadéquate. Alors,
Je ne comprends pas tout, malheureusement, parce que mon cerveau n'a pas été formaté au, au vocabulaire philosophique, malheureusement, parce que c'est un gros handicap. Donc je peux comprendre les choses qu'intuitivement. Là, c'est de l'intuition pure. Donc, il faut rattacher ça pas de la philosophie, mais à de l'œuvre d'art, en somme, si on y réfléchit. Donc, je continue quand même. Dans le chapitre 46 des idées 1, Husserl montre que la donation par esquisse, du seul fait qu'elle implique l'inadéquation à une valeur discriminante, elle permet d'opposer le caractère indubitable de l'existence du vécu au caractère douteux des choses. Eh bien, mes amis, euh, j'espère pour vous que vous avez compris ce que, ce que, ce que le commentateur veut dire sur Husserl. Bref, en effet, alors qu'une chose n'est vue à chaque instant que sous une de ses faces et que son unité est toujours présumée, toute anticipation à son propos est susceptible d'être déçue. Un vécu, au contraire, ne présente pas de face, ne se profile pas. Il est précisément tel qu'il se donne dans l'instant présent. D'accord. Alors, et c'est là où tout de suite un truc m'a sauté aux yeux. C'est ce qui se présente sous une seule face finalement. Et c'est ce que voulait abolir, par exemple, le cubisme, cette idée de vouloir mettre toutes les faces de montrer toutes les faces d'un même objet. Et en réalité, ce que dirait Husserl, c'est que c'est pas l'extérieur. On peut montrer toutes les faces d'un objet. On peut décrire entièrement ce canapé sous tout un tas de composantes qui le composent. Mais en réalité, c'est la sensation qui va, si je réduis toutes ces données, si j'élimine toutes ces données qui donnent le canapé tel qu'il se présente, etc., toutes ces dimensions, cette structure, etc., il ne reste plus, j'ai réduit mon regard au sentiment que donne la présence de cet objet, en somme. Et ça serait ça la réduction de... Il est être précisément tel qu'il se donne dans l'instant présent. Voilà. Là, il se donne de façon neutre. Je vois ce canapé, j'ai pas de sentiment, j'ai rien du tout. Mais je ne, même pas je prononce le nom de canapé, puisque ça c'est aussi une construction, etc. Je suis en présence de ce canapé et c'est tout. Et selon ce qu'il renvoie, en somme, c'est ça qui va faire le côté juste. Et évidemment, quand on est par exemple dans l'état d'extase, pour avoir fait cette expérience-là, par inadvertance, on va être au contact de quelque chose, de ce canapé, on n'est plus du tout au contact de ses formes, de ses dimensions, de tout ça. On est en pure contemplation, en état d'extase. Et on est au contact de, justement, de ce qui compose ce canapé de façon, comme j'en ai parlé juste avant, le quarks, le boson, la particule divine. On est au contact de cette chose-là, mais pas au niveau visuel. On ne voit pas les particules divines se bouger comme ça. Mais on est au contact sensitif de cela. Et c'est pour ça que dans l'état d'extase, on est en jouissance permanente dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qui est une odeur, la chaleur, un brin d'air qui frôle la peau, on jubile. Et donc, en fait, dans cet état, on est au contact dans l'état d'extase, on est au contact de cette entité première des choses. Et
quand on sort de l'extase, plus on s'éloigne de... Alors, on peut être au contact de la dimension, on peut être au contact de la couleur, on peut être au contact de son prix, on peut être au contact, voilà, tous les niveaux de conscience qui sont donnés. Et la réduction dont parle Husserl, c'est une réduction qui ne va pas jusqu'à l'extase, mais qui va jusqu'au fait qu'on élimine la valeur, les trucs, toutes ces choses-là pour être juste au contact de l'objet. Un contact qui se donne, où l'objet se donne dans l'instant présent, tout simplement. Donc on est hors du temps, puisque on ne fait pas de référence non plus. Ce canapé, il a une quinzaine d'années, ou je ne sais pas. Enfin voilà, il n'était pas là il y a 6 mois, ou je ne sais pas. On n'est plus ni dans la dimension du temps, ni dans la dimension de l'espace. Il est là, il est posé à cet endroit, il irait peut-être mieux là-bas. Voilà. Donc on est juste dans cette contemplation neutre des choses. Approfondissant le résultat au chapitre 46, Husserl montre au chapitre 49 que la conscience n'est pas seulement absolument distincte du monde, mais indépendante du monde. Un anéantissement du monde est concevable. Un tel anéantissement laisserait intacte la conscience qui subsisterait comme un résidu. Eh oui, ça c'est quand même bien sûr, puisqu'en fait les objets, l'extérieur, est ce qui fait résonner notre niveau de conscience. Mais en fait, on pourrait être dans le vide, un vide sidéral, que la conscience continuerait à fonctionner. Alors, c'est là où c'est quand même incroyable, parce qu'on ne peut pas vivre sans le monde, on ne peut pas vivre sans les autres, on ne peut pas, disons que, voilà, on peut pas, la vie s'arrête à nous si on était seul au monde. Il n'y a pas de moyen de, voilà, il faudrait recommencer à prendre une de nos côtes pour nous dédoubler et avoir une Ève qui soit à côté de nous, et ça n'est pas possible. Donc, on est bien, on est prisonnier en somme du monde, mais notre conscience est complètement autonome en fait. Elle est complètement extérieure des objets, des choses. Or, il est notable que Husserl, qui est alors au plus proche du cartésianisme, s'en démarque pourtant totalement. L'hypothèse d'un anéantissement du monde, bien loin d'être l'hypothèse d'une illusion générale, d'un monde qui soit une illusion, un songe, est celle d'une généralisation de l'illusion d'une expérience perceptive si chaotique que toute anticipation y soit vouée à être déçue, d'un monde qui éclate à la faveur d'un devenir illusion de toutes les perceptions, bref, d'un monde qui ne cesse pas tant d'être réel que d'être un monde. Si le concept d'illusion intervient, ce n'est donc pas pour discréditer l'opposition entre le perçu et l'imaginaire, qui est ici bien plutôt présupposée, mais pour attester la contingence et la relativité de l'ordre du monde, par opposition à l'absolu qu'est la conscience. C'est dans la conscience que se joue l'absolu, donc. C'est donc dans la conscience, c'est la conscience qui donne l'état d'extase, qui permet l'état d'extase. Et pourtant, c'est dans le corps que l'extase est ressentie. C'est une jouissance absolue de chaque instant, l'extase. Donc c'est dans le corps que c'est vécu, mais c'est la conscience qui amène cet état-là. Alors là, on rentre dans le dur quand même. En outre, l'illusion perceptive n'est qu'un cas particulier du conflit perceptif, c'est-à-dire de la divergence de certaines séries de perceptions. Si le chapitre 49 précise le chapitre 46, ce n'est pas parce qu'il en confirme la démarche cartésienne en menant le doute méthodique
jusqu'à un équivalent de la fiction du malin génie. Mais au contraire, parce qu'il confirme le dessein de subordonner la démarche cartésienne à des fins non cartésiennes. Bon, j'essaierai de reprendre tout ça dans un autre, avec quelque chose de plus simple quand même pour moi, parce que là, c'est compliqué. On est déjà dans la haute voltige. Là, on est avec des grands professionnels et je n'ai pas les moyens de tenir le choc. L'opposition du douteux et du certain n'a pas pour fonction de distinguer deux régions de l'être, deux parties du monde, mais deux significations radicalement différentes de l'être, deux modalités de l'être. Il ne s'agit pas de dégager une certitude inébranlable, mais de dévoiler le sens de toute certitude. De dévoiler le sens de toute certitude. Ce n'est donc que de manière provisoire et préparatoire que la conscience apparaît comme un résidu sauvé du doute universel. Il s'avérera au fil de la réduction transcendantale que la compréhension spontanée du vécu comme un événement du monde n'est qu'une illusion de la philosophie, inévitable tant qu'on se maintient dans la naïveté de l'attitude naturelle. Au fond, c'est déjà l'enseignement du chapitre 49. Si la conscience apparaît comme ce qui survit à la destruction du monde, c'est uniquement parce que son mode d'être est radicalement non mondain. Donc la conscience serait hors du monde. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, si la conscience est hors du monde, il y a de l'immortel. Il y a donc quelque chose qui n'est plus dans la dimension d'un monde dans la dimension du temps, de l'espace, du temps, donc qui est ailleurs que ça. Et c'est clair que quand on est dans l'état d'extase, par exemple, dans cet état-là, la dimension du temps disparaît, on est immergé dans l'immédiat absolu, on ne peut voir que l'immédiat, ressentir que l'immédiat, le cerveau ne peut plus se projeter dans le futur, ne peut plus avoir référence au passé, on est dans cet immédiat absolu. Donc, dans cet immédiat absolu, l'ego disparaît. Pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus qu'une machine à contempler. On n'est plus qu'une contemplation, un état de contemplation. Et dans cet état-là, donc la mort disparaît de fait, puisque la mort n'existe dans notre cerveau que par la peur qu'elle engendre, que par l'angoisse qu'elle engendre, alors que c'est quelque chose qui n'existe pas quand on est en train de vivre. Et ça, d'ailleurs, les stoïciens ont expliqué cette chose-là, en disant tant que tu es en vie, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, tu n'es plus là. Donc, c'est réel, dans l'état d'extase, on s'en rend absolument compte. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de référence au futur. Le cerveau, ne pouvant plus se projeter dans le futur, ne peut plus imaginer la mort. Et donc, vit sans aucune crainte. Il n'y a plus aucune peur de quoi que ce soit. On ne peut plus avoir peur parce que tout simplement, la peur, la plupart des peurs sont des projections. Les angoisses sont des projections. Demain, je dois faire ça, oh là là, j'ai tel ou tel truc à faire. C'est des choses qui concernent le futur. Quand on est dans l'immédiat absolu, on n'a plus du tout de crainte. On est dans un état d'euphorie absolue. C'est pour ça qu'il y a une confiance incroyable dans cet état-là. Et c'est pas pour rien que l'humanité cherche à atteindre cet état-là. À la suite des éclaireurs, des sages qui cherchent à atteindre cet état d'extase, voilà, les moines zen, les soufis afghans, les derviches tourneurs, les moines anachorètes, je ne sais pas encore. Bon, bref, tous
tous ces expérimentateurs qui sont juste des éclaireurs de l'humanité, ils vont essayer de vivre cet état-là et en plus de l'expliquer après pour l'expliquer à leurs frères humains, pour écrire, pour dire, pour transmettre comme le Bouddha. Le Bouddha, il atteint cet état d'extase et puis il ne se contente pas de jouir de ce truc-là en égoïste. Il revient à la vie presque normale pour transmettre tout ça. Et c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que je dis que nous sommes des altruistes absolus en réalité. Même les plus grands égoïstes sont des altruistes totaux. C'est ça qui est incroyable dans cette humanité. C'est une des pures merveilles de l'humanité. Et donc, voilà. Bon, je vais arrêter là parce que elle est un peu longue déjà cette vidéo. À très bientôt. Merci de votre écoute.